de même ordre. Donc je pose par exemple lambda 2 moins lambda 1 qui est égal à un certain epsilon, qui est très petit. D'accord. Si maintenant je calcule le rapport des activités, c'est-à-dire A2 de t sur A1 de t, je prends A2 que j'avais initialement, c'est-à-dire que j'ai donné avant, et je divise par A1 qui est égal à lambda 1 n1 0 puissance moins lambda 1 de t. Donc je peux obtenir une expression qui est égale à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1, facteur de 1 moins e à la puissance lambda 2 moins lambda 1 multiplié par t. Donc ça me donne cette expression, vous le faites facilement. Donc vous mettez le A2 divisé par A1, vous faites monter le E puissance moins lambda 1 de t forte. D'accord. Donc maintenant, l'epsilon étant petit, donc je peux faire développer ça, E à la puissance moins epsilon de t. Donc si je développe ça, ça me donne 1 moins epsilon plus quelque chose. D'accord. Et si je remplace, vous voyez, j'obtiens A2 sur A1 qui est égal tout simplement à lambda 2 de t. Vous voyez que si par exemple je me trouve dans un cas pareil, j'ai les constantes des intégrations qui sont similaires et on me demande de faire le calcul A2 sur A1. Donc au lieu de faire le calcul qui est très long, je passe par là directement et j'obtiens la même chose. Donc comme exemple, je pense que vous avez en TD un ou deux exercices de ce type. Vous faites le calcul carrément et l'autre vous faites une approximation, vous constatez qu'il n'y a pas une grande variation. Donc là, pratiquement on retrouve les mêmes résultats. Donc voilà, si vous voulez, si on traite ces équilibres, donc comment on les traite, ça facilite les calculs, ça facilite les techniques de mesure, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'équilibre radioactif. Donc vous apprenez à l'équilibre idéal, c'est instantané, à l'instant t égale T1, l'activité de l'espèce 1 égale l'activité de l'espèce 2. L'équilibre, c'est lorsque T1 supérieur à T2 et je prends le temps T supérieur à 10 fois T2. Et l'équilibre séculaire, c'est lorsque T1 très supérieur comparé à T1 et je prends un temps T supérieur à 10 fois T2. La même chose, donc on n'obtient pas quelque chose qui est constant. Je parle d'équilibre, c'est lorsque j'ai quelque chose qui est constant. Rapport des activités égale constante. D'accord. Là, vous voyez que je n'obtiens pas. Ils n'ont pas de nom parce que ce ne sont pas des équilibres. Mais c'est des astuces qui peuvent vous faciliter le calcul. Au lieu de s'engager dans des calculs très longs, on peut utiliser ces approximations et aller très vite. Donc pour finir ce chapitre, on va traiter la contribution dans la radioactivité naturelle des différents processus. Donc j'ai dit la radioactivité il existe, il continue toujours à exister tant que il y a des substances radioactives qui ont des périodes très grandes. Si je prends par exemple la Terre, au début peut-être qu'il y avait d'autres radioéléments, peut-être qu'il y avait des éléments radioactifs, mais le fait qu'ils avaient des périodes très petites, ils ont disparu. D'accord. Le fait que la période qu'ils avaient était petite, devant l'âge qui s'est écoulé jusqu'à présent, ils ont disparu. Mais tous ceux qui possédaient par exemple des périodes qui étaient très grandes, ils continuent à exister, ils vont continuer toujours à exister. Donc la radioactivité, si vous voulez, naturelle, si on veut maintenant les sources de cette radioactivité naturelle, je vais les regrouper en trois groupes. Donc il y a le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les familles radioactives. Ensuite, il y a les éléments qui ne donnent pas de famille radioactive, qui existent depuis la création, si vous voulez, de la Terre ou bien de l'univers. Ils existaient, mais ils avaient des périodes qui sont très grandes et ils vont continuer toujours à exister du fait qu'ils ont la période énorme. Et la troisième, c'est la radioactivité qui est créée au niveau de l'atmosphère, par exemple ce que vous connaissez, le carbone 14, etc. Donc je commence par les familles radioactives. Les familles radioactives, tout simplement, c'est des noyaux qui donnent des filiations, d'accord, qui donnent des désintégrations en chaîne. C'est le cas, j'ai toujours parlé donc de l'uranium, etc., l'uranium 238, etc. Donc ça, c'est-à-dire un noyau, il se désintègre, il va me donner un noyau radioactif, il me donne un autre radioactif, etc. Donc c'est toute une chaîne, une filiation qui est très longue. Il peut produire des dizaines de radioéléments qui sont radioactifs, caractérisés par différentes périodes. Les familles radioactives, donc on les regroupe selon le nombre de masses A. C'est le nombre de nucléons qu'ils contiennent. Si A égale 4N, donc c'est la famille qu'on appelle la famille du thorium. La famille du thorium, donc TH232, vous voyez que la période du thorium, c'est 14 milliards d'années. 14 milliards d'années, si je compare avec l'âge de la Terre, donc ça veut dire qu'il va continuer toujours à exister, je ne sais pas combien de milliards d'années par la suite. Il ne va pas disparaître. Et toute la famille qui suit, c'est-à-dire toute la famille de ce thorium, les désintégrations en chaîne qui vont suivre, donc tous les radioéléments qui seront créés, ils vont continuer à exister dans la nature, donc ils ne vont jamais disparaître.
vous voyez que la période il est énorme, 10 puissance, j'ai dit 14 milliards d'années, comparé à 4,5 milliards d'années, donc c'est énorme. D'accord, donc c'est énorme, donc ils vont continuer toujours à exister. Donc le thorium, il commence à partir du thorium-232 et le dernier élément stable, donc ils vont se désintégrer jusqu'à arriver à un élément qui est stable. Donc l'élément stable dans ce cas-là, si vous voulez, c'est le plan 208. Vous voyez que je me suis passé de 232 à 208. Vous voyez qu'il y a des émissions alpha, alpha, bêta, bêta, alpha, alpha, bêta, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à ce plan 208. Donc à chaque fois que j'ai une désintégration, j'obtiens un noyau différent du précédent. Donc c'est comme, on va voir par exemple celle que j'ai montrée la dernière fois, l'uranium-238. La deuxième famille, c'est la famille, si vous voulez, du neptunium, c'est 4N plus 1. Le A qui est égal à 4N plus 1. Donc ça, c'est la famille du neptunium 237. Vous voyez que là, la période, c'est 2,9 10 puissance 6 années. Vous voyez que l'âge, la période, si vous voulez, il est petite, comparé à 4,5 milliards d'années. Donc 2,9 ou bien 3 millions d'années, c'est très petit. D'accord ? Donc cette famille-là, il a disparu. Au début, il existait, d'accord ? Mais du fait de l'âge ou bien de la période qu'il a, donc cette famille-là, si vous voulez, il a disparu, il n'existe plus maintenant. La famille 4N plus 1, maintenant, il n'existe plus. Ce qu'on fait maintenant actuellement, on la fabrique au niveau des réacteurs. Donc c'est un radioélément que je peux fabriquer et il va me donner la chaîne. D'accord ? Donc ça, c'est une famille qui a disparu. Donc maintenant, toute la famille, à un certain moment, il existait, mais maintenant, si vous voulez, il a disparu parce que la période, elle est très petite. Donc, combien de périodes se sont écoulées? Il y a un nombre énorme de périodes qui se sont écoulées et de ce fait-là, il n'existe plus. Donc, le neptunium et sa famille, ils ont disparu. Je passe maintenant à 4N plus 2. Ça, c'est la famille de l'uranium-238. La famille de l'uranium-238, vous voyez que la période c'est 4,5 milliards d'années. Là, il continue, donc il va toujours exister et jusqu'à présent la moitié s'est désintégrée. Il reste encore une autre moitié. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va rester je ne sais pas combien de milliards d'années par la suite. Donc le dernier élément qu'on obtient dans ce cas-là, c'est le plan. La famille précédente, le dernier élément qu'il y a, c'est le bismuth. Donc le bismuth, c'est d'où il vient. Il est parvenu, si vous voulez, il découle de la famille du neptunium. Le bismuth qu'on a actuellement, qui est stable, il est venu à partir de là, à partir de la famille du neptunium. Donc maintenant, pour le plan 200, pour l'uranium 238, le dernier élément, c'est le plan 206. On part, si vous voulez, de 238 jusqu'à 206, donc en subissant des désintégrations alpha. À chaque fois, j'obtiens un noyau différent. Donc ça, c'est le schéma que j'ai montré la dernière fois. Vous voyez que l'uranium 238, c'est 4,5 milliards d'années. Il donne le thorium 234, c'est à peu près 21 ou je ne sais pas, 21,10 jours. Ensuite, le protactinium, il donne 6,7 heures, et etc. Vous voyez qu'à chaque fois, j'obtiens un radioélément caractérisé par une période différente. Donc, chacun, il possède une période différente. D'accord ? Et tant que l'uranium 238 il existe, tous ces radioéléments, ils vont continuer toujours à exister. Ils ne vont pas disparaître. Tant que l'uranium, celui-là existe. Et sa période il est grande, donc ça veut dire qu'il va continuer toujours à exister. Donc voilà, par exemple, ça c'est une famille. D'accord ? Ça c'est une désintégration en chaîne. Vous voyez la chaîne, il y a des intégrations alpha, bêta, bêta, alpha, alpha, bêta, etc. Et à chaque fois, j'obtiens un noyau différent de l'autre. Donc la dernière famille, donc la dernière famille, c'est la famille du uranium 235. Donc c'est l'actinium. La période, c'est à peu près 1 milliard d'années. D'accord ? Vous voyez que c'est pas petit, c'est à peu près 1 milliard d'années. D'accord ? Comme période. Donc, Hada Outani, il continue à exister. Donc, l'uranium 235, il continue à exister. Mais si par exemple, je suppose à l'instant t égale 0, l'uranium 235 et 238 existaient en même proportion, vous voyez que maintenant, actuellement, la quantité de l'uranium 235 qui reste, il est très petit comparé à la quantité d'uranium 238 qui existe. Ça pour votre information. Donc l'uranium 238, c'est pas un noyau fissile, donc il ne subit pas la fission. C'est-à-dire si je bombarde l'uranium 238 avec des neutrons, il ne va pas me donner la fission. C'est l'uranium 235 qui me donne la fission. Donc c'est pour ça, si vous voulez, l'enrichissement de l'uranium, etc., on doit augmenter la quantité d'uranium 235 pour avoir, si vous voulez, un bon combustible. Mais l'abondance isotopique de 235, il est faible comparé à l'abondance isotopique de l'uranium 238. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'enrichir l'échantillon, d'augmenter, si vous voulez, le nombre de noyaux d'uranium 235 pour avoir, si vous voulez, le combustible pour le réacteur.
Donc voilà, si vous voulez, pour ces familles, ce que je peux dire sur ces familles. Maintenant, si je passe, j'ai dit la deuxième catégorie, c'est des éléments qui ne donnent pas des intégrations en chaîne, ils ne donnent pas de filiation. Donc ce sont des désintégrations simples, ils subissent tout simplement la désintégration bêta-. L'exemple, vous connaissez le potassium 40. Le potassium 40, c'est un élément qui existe toujours et il va continuer toujours à exister. Vous voyez que sa période, c'est 1,3 milliard d'années. D'accord? Donc il va toujours exister et il ne va pas disparaître. Donc 1,3 milliard d'années. Il y a aussi le rubidium. Le rubidium, lui, il a à peu près 47 milliards d'années. Donc à la fin, il ne va jamais disparaître. Ensuite, on a l'indium. L'indium, c'est 5, 10 puissance 14. Donc c'est énorme aussi comme période. Donc ça, il va toujours exister. Il va toujours émettre des bêta et donner le noyau, si vous voulez, stable. Le rubidium, c'est un élément qu'on utilise pour la datation, pour des roches, pour certaines roches. On essaye, donc au début j'avais le rubidium. Le rubidium, lorsqu'il subit la désintégration bêta, il nous donne le strontium. Et le strontium, si vous voulez, il est stable. Si je suppose à l'instant t égale 0, on avait dans une roche, à l'instant t égale 0, on avait uniquement le rubidium. Avec le temps qui s'est passé jusqu'à maintenant, si je prends l'échantillon et je mesure la quantité de rubidium et la quantité de strontium formé, je peux facilement déterminer l'âge de cette roche. La même chose pour l'uranium 235-238, et en utilisant le plan qui en résulte, donc je peux facilement dater une roche avec la technique, si vous voulez, de l'uranium ou bien le rubidium. Donc le rubidium aussi, on l'utilise pour la datation de certaines roches. Ensuite, pour finir, la troisième source de la radioactivité, c'est la radioactivité naturelle qui provient, si vous voulez, de notre atmosphère. J'ai déjà parlé des rayons cosmiques, j'ai dit le proton, il interagit en haute atmosphère et le résultat de l'interaction avec les particules, si vous voulez, de haute atmosphère, c'est la création des noyaux, des protons, des neutrons, etc., des pions, tout ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc parmi les particules créées, il y a le neutron. Donc il y a les neutrons qui sont créés lors de l'interaction du proton, par exemple, avec l'atmosphère. Et ce neutron-là, il peut entrer en interaction, il peut faire une réaction nucléaire avec, si vous voulez, l'azote. Et ça va nous donner, si vous voulez, d'autres radioéléments radioactifs qui vont toujours exister tant que si vous voulez, les rayons cosmiques existent et tant que l'atmosphère existe. Donc on a, si vous voulez, par exemple, je prends l'azote 7,14, il va faire une réaction nucléaire avec le neutron. Donc les réactions nucléaires, on ne va pas les faire, on n'a pas le temps d'ailleurs. Donc les réactions nucléaires, je vous donne une idée très simple pour assimiler un peu ce qui se produit. En général, les réactions nucléaires, il y a des mécanismes. Parmi les mécanismes les plus importants, c'est ce qu'on appelle réaction par formation du noyau composé. Noyau composé, c'est quoi? Ça veut dire que le neutron, il va entrer à l'intérieur du neutron, il va me donner un noyau qui est l'azote 15, d'accord, c'est un autre noyau qui se crée, il va vivre très peu de temps, d'accord, il a une durée de vie, si vous voulez, très courte, et par la suite, il va se désintégrer. Le noyau, parmi les caractéristiques d'Yellow, c'est qu'il oublie comment il a été formé, et il peut se désintégrer selon différentes voies. Donc je peux former l'azote 14 en faisant une autre réaction nucléaire qui ne fait pas intervenir les deux. Donc maintenant, pour nous, dans l'atmosphère, il y a l'azote, le neutron. Donc ça, avec ça, donc je bombarde les neutrons, l'azote, il est bombardé par des neutrons. Et le résultat, c'est production de l'azote 15. L'azote 15, j'ai dit, c'est un noyau composé. Il a une durée de vie qui est très courte. Par la suite, il peut se désintégrer. Il peut subir différentes voies de sortie. C'est comme la désintégration composée. Je peux avoir la voie 1, la voie 2, la voie 3, etc. Et chaque voie, il est caractérisée par une probabilité. Dans ce cas-là, on dit qu'il est caractérisé par une section efficace bien précise. D'accord? Donc c'est la section efficace qui, c'est tout simplement une probabilité. Donc par exemple, maintenant, il se désintègre. Il peut me donner, par exemple, le tritium H1,3 plus le C12. Vous voyez que j'ai toujours 15. 3 plus 12 égale 15. Le 6, 7. D'accord, j'ai toujours les lois de conservation qui sont... Et il peut me donner ça. Comme il peut me donner, par exemple, le carbone 14 plus proton. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui se produit toujours à n'importe quel instant dans l'atmosphère. Donc, c'est quelque chose qui existe toujours. Donc, j'ai l'azote, il peut me donner ça, il peut me donner ça. Ça, c'est un élément radioactif, c'est un radioélément. Et ça aussi, c'est un radioélément. Donc, je produis deux radioéléments qui se produisent à tout instant, si vous voulez, dans l'atmosphère. C'est le tritium, H1,3, un proton et deux neutrons. Et le carbone 14 que vous connaissez, qu'on utilise pour la datation des objets qui sont vivants, d'accord, et qui sont morts.
Donc voilà, si vous voulez, les deux autres radioéléments qui sont créés dans l'atmosphère, hein, donc le tritium et le carbone 14, qui contribuent dans la radioactivité naturelle. Ils contribuent comme les autres dans la radioactivité naturelle. Donc on a résumé ça. Il y a les familles radioactives, il y a des éléments qui ne donnent pas de filiation, mais qui sont caractérisés par une grande période, et il y a les radioéléments qui sont créés dans l'atmosphère. Donc le tritium, ce n'est pas la Terre qui nous donne ça, ce n'est pas une roche qui nous donne le tritium ou bien le carbone 14. Le carbone 14, il est formé du haut. C'est à partir, si vous voulez, des réactions nucléaires des neutrons avec l'azote 14. Donc voilà, si vous voulez, pour ce chapitre, donc pour la datation, etc., les applications, malheureusement, je ne peux pas les faire, on n'a pas le temps. Donc, sur le polycopier, vous pouvez lire, pour ceux qui s'intéressent, c'est-à-dire comment dater les roches ou bien comment dater les objets qui étaient vivants, qui sont morts, etc. Donc, vous pouvez voir, si vous voulez, votre polycopier. Ce chapitre, donc maintenant, on l'a fini. Est-ce que vous avez des questions? Questions, des choses que vous n'avez pas compris, des choses qui ne sont pas claires. Donc apparemment, vous avez compris tout, ou bien vous n'avez pas encore commencé à réviser. Il y a l'une des deux. Donc j'espère que vous avez tout compris. C'est bon. Donc je passe, si vous voulez, au chapitre suivant. Le chapitre suivant, c'est l'interaction des rayonnements avec la matière. Donc interaction des rayonnements avec la matière. Donc c'est un chapitre qui est simple, comme les autres. On va faire intervenir dans ce cas-là, si vous voulez, l'atome. Donc le cortège électronique, il est très important, donc, si vous voulez, pour cette étude. Donc ce chapitre est très important. D'accord, il est très important. Pourquoi? Parce que si je travaille avec des radioéléments, j'ai dit ces radioéléments ou bien les particules qui sont émises, alpha, bêta, gamma, etc., on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les sentir. Hein, donc si je veux les mettre en évidence, je n'ai pas de moyens. Hein, donc automatiquement, si je veux les mettre en évidence, il faut qu'ils me laissent une trace quelque part. D'accord? Il faut qu'ils me laissent une trace parce qu'ils ne sont pas visibles. Donc s'ils laissent une trace, ça veut dire que je peux les détecter. Donc s'ils laissent une trace, qu'est-ce que ça veut dire? S'ils laissent une trace, ça veut dire qu'ils ont interagi. Donc maintenant, je suis obligé de connaître comment chaque type de radiation, chaque type de radiation, si vous voulez, interagit avec la matière. Et si je connais comment il interagit, donc je peux fabriquer facilement mon détecteur pour les détecter. Donc la première chose à faire, c'est savoir comment ils vont interagir. Savoir chaque type de rayonnement, comment il interagit avec la matière lorsqu'il entre dans la matière. Si je sais ça, je peux concevoir facilement mon détecteur sans aucun problème. Par exemple, si je sais que les particules vont ioniser mon milieu, si je sais par exemple qu'une telle particule, lorsqu'il entre dans mon détecteur, ionise, j'ai dit s'il ionise, ça veut dire qu'il va me créer des électrons. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a création des électrons. Maintenant, je peux concevoir le détecteur et savoir comment je peux collecter ces électrons-là. Donc si je collecte ces électrons, ils vont me donner un courant électrique. Par la suite, s'il y a une impulsion de courant ou bien de tension, donc l'impulsion, il va m'informer sur le passage de cette particule. Donc la trace qu'il a laissée, c'est l'impulsion qui est sortie. Donc c'est ça le mécanisme. Donc tu ne peux pas voir la particule qui interagit. Donc tu es obligé de savoir comment il interagit. Et si tu sais comment il interagit, tu conçois ton détecteur. Tu fabriques ton détecteur en fonction de ce que tu connais. D'accord? Je sais par exemple particule chargée, lorsqu'il entre dans un milieu, il ionise. D'accord? Donc si je sais qu'il y a ionisation, ça veut dire que je peux collecter la charge et la charge, ça va me donner un signal. D'accord? Donc je dois concevoir ou bien fabriquer mon détecteur en se basant sur cette idée. Donc c'est ce que nous, on va voir, c'est ça. On va essayer de voir chaque type de radiation, comment il interagit avec la matière. Donc on va diviser ça en 3 parties. Donc la première partie, c'est les particules chargées. D'accord? C'est les particules chargées, c'est toutes les particules qui ont une charge. C'est là où il y a des protons en général ou bien les électrons en général. Donc si j'ai par exemple un noyau c'est une particule chargée. Si j'ai un électron c'est une particule chargée. Donc ça c'est la catégorie des particules qui sont chargées. Et là je peux, si vous voulez, les classer en 2 groupes. Particules chargées lourdes, c'est à partir du proton. Donc vous voyez, le proton, alpha, lithium, beryllium, carbone, tout ça, ce sont des noyaux ou bien des particules chargées lourdes. Ensuite, les particules chargées légères, vous voyez que c'est l'électron et le positron, donc, parce qu'ils ont une masse qui est très petite de comparer par exemple au proton. La masse de l'électron, c'est très petite si je la compare. Donc la masse du proton, c'est à peu près 2000 fois la masse de l'électron. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, je les appelle tout simplement des particules chargées légères. Donc nous, on va traiter les deux, la catégorie, en 2 parties. La première partie, c'est la particule
les particules chargées lourdes, et par la suite, on va voir, si vous voulez, les particules chargées légères. Donc maintenant, pour les particules chargées lourdes, donc j'ai dit à partir du proton. Tout ce que je vais dire par la suite, si vous voulez, c'est du proton et au-delà. Proton, alpha, lithium, beryllium, oxygène, carbone, azote, fluor, ce que vous voulez. Donc tout ça, ce sont des particules chargées. Maintenant, si vous voulez, si j'ai, par exemple, j'ai un milieu, c'est un milieu que j'ai, et j'ai une particule, par exemple, alpha, qui va reculer dans ce milieu, hein, il va perdre, si vous voulez, son énergie. D'accord, il va perdre, si vous voulez, son énergie dans ce milieu. Donc, qu'est-ce qu'il va rencontrer? La particule alpha, il va rencontrer la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est des atomes, c'est un assemblage d'atomes. C'est des molécules, des atomes. D'accord, l'essentiel, c'est qu'il y a, c'est un assemblage d'atomes. Donc, il va rencontrer des atomes. À votre avis, l'interaction se fait avec les protons, avec le noyau, ou bien les atomes, ou bien les électrons, pardon. Donc, lorsque la particule entre, hein, la probabilité d'interagir avec les électrons est plus importante ou bien avec le noyau qui est importante? Les électrons. Parce qu'ils rencontrent, le noyau c'est quoi? Le noyau, si je le prends, il est comme ça, il est petit. Il a une dimension, si vous voulez, qui est, le rayon c'est à peu près de l'ordre de Fermi, c'est 10 moins 14, 10 moins 15. Par contre, l'atome, le rayon, si vous voulez, le rayon c'est de l'ordre de l'angstrom. D'accord? Donc si j'envoie par exemple une particule comme ça là-bas, la probabilité pour qu'il tombe ici, hein, il est négligeable. Pratiquement, il ne va pas tomber sur, si je jette, c'est rare de tomber sur le noyau. Il y a une petite, ça c'est une petite surface, c'est un petit volume. Par contre là, c'est l'atome, c'est l'angstrom, le rayon c'est l'angstrom. Maintenant, si vous voulez, la probabilité d'avoir ça, c'est proportionnel, si vous voulez, à la surface. C'est ce qu'on appelle section efficace géométrique. C'est la surface présentée à la diffusion. Donc l'atome, il présente toute cette surface. Par contre, le noyau, il présente une surface qui est très faible. Maintenant, si je calcule la surface d'un disque, d'accord, qui est l'atome, ou la surface d'un disque qui est le noyau, donc si je compare, vous voyez que j'obtiens la surface géométrique, si vous voulez, pour l'atome, c'est 10 moins 16 cm², et pour le noyau, c'est 10 moins 24. Si je fais le rapport, vous voyez que j'ai 10 puissance 8. Ça veut dire si j'ai 10 puissance 8 interactions avec les électrons, je peux avoir une interaction avec le noyau. Donc pratiquement, l'interaction avec le noyau, on va la négliger. Pratiquement, on ne parle pas de l'interaction du noyau, la particule lorsqu'il recule, lorsqu'il entre dans le milieu, en général, il va interagir avec les électrons et non pas avec le noyau. La probabilité d'interagir avec le noyau, il est négligeable. Donc on va négliger, si vous voulez, l'interaction avec le noyau. Maintenant, cette interaction, il ne faut pas comprendre que l'interaction, ça veut dire que la particule, lorsqu'il recule, il va frapper l'électron, etc. Non. L'interaction, c'est une interaction qui est purement coulombienne. Lorsque je parle de l'ionisation vient après le fait que je sais qu'il s'agit d'une interaction coulombienne. J'ai une particule chargée. Lorsqu'il recule dans un milieu, une particule chargée, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un champ électrique partout. D'accord? Il crée un champ électrique partout. Donc lorsqu'il recule, et on crée ce champ électrique, un électron, par exemple un électron qui est là, la particule passe, donc un électron qui est là, il va être soumis à ce champ électrique. Donc il s'exerce une force sur cet électron-là, et donc la force coulombienne, F égale Q' sur 4pi epsilon 0 R carré. Donc si cet électron-là, il va subir une force F, d'accord, s'il va être soumis à la force F, je connais, donc si l'intensité de F est importante, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un électron qui est lié à l'atome, s'il est soumis à une force qui est très importante, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il sera arraché, d'accord, il sera arraché et éjecté. Donc c'est ça l'ionisation. L'ionisation, c'est une interaction coulombienne due, si vous voulez, au passage de la particule. En passant, si vous voulez, il crée un champ électrique partout. Il va entrer en collision. Là, il passe, ça dépend où est-ce qu'il passe. Il crée un champ électrique partout. Les électrons qui vont subir une force qui est importante vont être arrachés de l'atome. Et s'ils sont arrachés, je parle de l'ionisation. Donc c'est ça l'ionisation. Donc l'ionisation, c'est dû, si vous voulez, au champ électrique créé par la particule lorsqu'il recule. Le champ électrique va exercer une force F sur l'électron. Si la force F est importante, parce que j'ai dit F égale Q' sur 4pi epsilon 0 R carré. Si R est petite, donc la force il est très importante, l'électron sera éjecté. D'accord? Donc on va avoir ionisation. Donc l'ionisation, c'est ça le mécanisme, si vous voulez, de l'ionisation. Le deuxième, maintenant, supposons que la force n'est pas suffisante pour arracher l'électron. Il y a une énergie qui est communiquée à l'électron, la force F, d'accord? Mais l'électron, si vous voulez, ne peut pas sortir de l'atome. Tout simplement, il est passé d'un niveau à un niveau supérieur. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je peux avoir?
Excitation. Donc l'atome, c'est-à-dire la particule, lorsqu'il passe, il peut créer deux choses. Maintenant, on vient de le montrer. Donc il peut faire deux choses. Ioniser ou bien exciter. Donc il y a des électrons qui seront excités et d'autres qui seront ionisés. Donc, à deux moins les mécanismes d'interaction des particules chargées lourdes avec la matière. L'ionisation, l'excitation, pas plus. D'accord? Ça, c'est pour les particules chargées lourdes. Pour les électrons, on va voir qu'il y a d'autres phénomènes. Donc, on a, si vous voulez, ces deux mécanismes. Maintenant, j'ai l'ionisation et l'excitation. Ça, maintenant, je le connais. Maintenant, je peux concevoir mon détecteur. D'accord? C'est pour ça qu'on a, par exemple, le Geiger-Müller que vous avez. Vous avez un tube, un gaz à l'intérieur pour faire l'ionisation. La particule, lorsqu'il entre, elle va ioniser. Et on collecte les charges d'ionisation au niveau de l'anode et pour créer notre signal électrique qu'on va étudier par la suite. Donc, pour le Geiger-Müller, il permet tout simplement de compter. Mais il y a d'autres compteurs, comme le Geiger-Müller, qui permettent de mesurer l'énergie. Il va nous donner des signaux qui sont proportionnels, de l'amplitude du signal, qui sera proportionnelle à l'énergie perdue dans le détecteur, ou bien l'énergie initiale de la particule. Donc je peux mesurer par exemple l'énergie de la particule alpha ou bien bêta que j'ai. Il y a d'autres qui sont basés sur l'excitation. On va les voir, par exemple les scintillateurs, c'est l'excitation. Donc ces deux mécanismes-là, maintenant je peux les exploiter pour l'étude, pour détecter, si vous voulez, ces particules-là. Vous voyez que maintenant, je sais, par exemple, les particules chargées lourdes, chargées, uniquement les particules chargées, ils vont interagir par ionisation, excitation. هذيك خصني نكون حافظها. Mécanisme d'interaction des particules chargées avec la matière, ionisation, excitation. Qu'est-ce qu'il y a autre? Maintenant, pour la trajectoire, etc., de ces particules. D'accord? Maintenant, si vous, pour faciliter les choses, pour expliquer les choses un peu facilement, supposons que j'ai une particule qui est lourde. D'accord? Nous, on avait dit l'interaction se fait avec la particule et avec un électron, entre électron et particule. Donc la particule est très grosse et l'électron, vous voyez qu'il a une masse qui est très petite. Donc si j'ai une grande boule avec une petite boule, donc lorsque cette particule heurte cette particule, à votre avis, la grande particule va s'arrêter? Il va continuer, c'est comme s'il n'a rien fait. La petite particule va partir avec une certaine énergie cinétique, mais la particule, si vous voulez, continue son énergie. Donc ça veut dire que la particule-là, il va perdre une certaine énergie. Le fait qu'il a donné une certaine énergie cinétique à l'électron, ça veut dire qu'il a perdu de l'énergie. Mais il va continuer pratiquement avec la même énergie cinétique, avec une petite diminution. Donc ça veut dire que l'interaction se fait d'une manière progressive. La particule, en reculant, il perd petit à petit, son énergie jusqu'à ce qu'il perde totalement son énergie cinétique et s'arrête. Donc vous voyez que l'ionisation, il va se produire sur une distance, d'accord, qu'on appelle parcours. Par exemple, s'il s'agit d'une particule alpha, il va partir de là jusqu'ici. Si j'envoie une autre particule avec la même énergie, il va faire la même chose. Il va partir de là, il va s'arrêter là. Ils vont avoir pratiquement le même parcours. On va voir le parcours par la suite. Donc pratiquement, la particule, quand il perd très peu d'énergie, lors de chaque interaction, lors de chaque choc, si on veut le dire, il va perdre très peu d'énergie. Et il va donc faire, si vous voulez, un nombre énorme d'interactions, donc un nombre énorme d'ionisation avant de s'arrêter. Donc ça veut dire que l'ionisation, il va créer un nombre important d'électrons d'ionisation. Mais ça ne veut pas dire que la particule va interagir avec un électron et il va s'arrêter. Non. Et à chaque fois, il perd très peu. Il perd un certain DE qui est très petit. L'autre chose, c'est la direction. Cette particule est lourde. Lorsqu'il recule, il rencontre une petite particule. Donc la trajectoire, est-ce qu'elle sera déviée? Non. D'accord? La particule est lourde, il va continuer son chemin. Pratiquement, la trajectoire, c'est une ligne droite. Donc c'est rectiligne. La trajectoire, pratiquement, c'est en ligne droite. D'accord? Parce qu'il a une grande masse. D'accord? Il interagit avec une petite masse, donc pratiquement il continue son chemin sans être déviation. Donc il n'y a pas de déviation pratiquement, il y a la perte d'énergie, il est très faible. Donc par la suite, on va essayer de déterminer, par exemple, si je prends ça, supposons par exemple, ça c'est une position X, ça c'est mon matériau, la particule va reculer dans ce milieu. Ça c'est X, et entre X et plus dx, je prends l'épaisseur très petite, élémentaire, X plus dx. Donc cette particule, elle arrive avec une certaine énergie E, d'accord? Et en traversant ça, il va perdre. D'accord? J'ai dit, il va perdre une certaine quantité d'énergie. Il va perdre une certaine énergie que j'appelle DE. Donc lorsqu'il traverse une épaisseur dx, il va perdre une certaine énergie DE. Donc DE, c'est l'énergie perdue dans dx. Donc on va définir une certaine quantité qu'on appelle perte d'énergie ou bien le pouvoir d'arrêt ou bien le pouvoir de ralentissement. C'est la perte d'énergie par unité de longueur. Donc si je divise DE divisé par dx, d'accord, DE sur dx,
c'est tout simplement la perte d'énergie par unité de longueur. Hein? Cette énergie dE, il est perdu dans dx. Maintenant, c'est la même chose que dn sur dt. C'est la variation du nombre de noyaux par unité de temps. Là, c'est dn, c'est dE sur dx. C'est la perte d'énergie par unité de longueur. Donc ça, c'est la perte d'énergie par unité de longueur et c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'arrêt ou bien pouvoir de ralentissement qu'on va calculer la prochaine fois. Il est le même, c'est-à-dire si j'envoie un flux de particules, ils vont subir le même dE sur dx. Lorsqu'ils traversent une épaisseur dE sur dx, ils vont perdre tous la même chose. Ils vont perdre dE dans cette dx. Donc dE sur dx, c'est la perte d'énergie par unité de longueur qu'on va établir. Donc le pouvoir d'arrêt, ce que j'appelle la définition du pouvoir d'arrêt ou bien de ralentissement. Donc il a ces deux appellations, dE sur dx. Il est caractéristique d'un milieu et de la particule. Il dépend du milieu et il dépend sur de la particule. Donc on dit le pouvoir d'arrêt pour un milieu donné, d'accord, et une particule d'énergie connue, d'accord. Donc ce pouvoir d'arrêt, il est défini comme étant la perte d'énergie par unité de longueur. Donc dE, c'est une énergie, donc ça c'est des MeV. Et ça, si vous voulez, c'est des centimètres. Donc l'unité, c'est des MeV par centimètre. Donc c'est le pouvoir d'arrêt, le pouvoir de ralentissement. Donc il s'exprime en MeV par centimètre. On peut aussi définir le pouvoir d'arrêt massique ou bien spécifique. Donc là, on introduit tout simplement la densité, la masse volumique. Donc dE sur dx masse x, ce n'est rien d'autre que dE sur dx linéaire, qui est ça c'est linéaire, multiplié par 1 sur ρ. Donc 1 sur ρ, dE sur dx, c'est ce qu'on appelle pouvoir d'arrêt massique. Et l'unité, c'est des MeV par gramme par centimètre carré. Donc la prochaine fois, on va essayer d'établir, de trouver cette variation, c'est-à-dire de déterminer ce pouvoir d'arrêt pour les particules chargées lourdes. Voilà, merci.